Donc, bonjour à tous et toutes. Bienvenue à cette conférence du Réseau québécois de soins palliatifs et de fin de vie. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Dr Bruno Gagnon avec nous, qui est un membre de longue date du réseau. Il va nous entretenir de l'anorexie cachexie chez les patients avec cancer avancé pour mieux comprendre le rôle des cytokines. Sans plus tarder, je lui cède la parole. Merci, Bruno. Merci, François, pour l'introduction. Merci à tous. Tous ceux qui participent, nos amis de la France, s'il y en a, du reste du Québec. C'est un des plaisirs du RQSTAD. On est en train de devenir international. Donc, comme François dit, on va essayer de comprendre un peu mieux l'anorexie cachexie chez les patients avec cancer avancé. Il n'y a aucun doute que ceux qui ont les soins des patients en soins palliatifs ou qui ont fait des recherches avec eux, qui ont vu ce syndrome. Bon. Excusez-moi, c'est pas long. J'ai un problème. Là. Il n'y a aucun conflit d'intérêt à déclarer. Donc, on va essayer de mieux comprendre l'anorexie cachexie. Un peu le rôle explicatif des cytokines et des hormones liées à l'appétit. Donc, on exécute une étude clinique translationnelle et mieux comprendre l'analyse factorielle et l'analyse de cluster. Je ne vais pas en faire une présentation statistique, mais juste pour ceux qui ont peut-être moins de compréhension de ces deux types d'analyse. Donc, on va parler de qu'est-ce que l'anorexie cachexie, l'étude des rôles respectifs des cytokines dans l'étude. Donc, là, on va voir la population, quelle a été l'évaluation clinique, biométrique, les analyses statistiques, les résultats, une courte discussion et une conclusion. Donc, comme on dit, une image vaut 1000 mots. Un de mes anciens patients qui a accepté que j'utilise sa photo pour voir que c'est impressionnant comment une personne, quelques semaines avant de décéder, peut devenir cachectique. Un groupe d'experts avait fait une méthode DELPHI pour arriver avec une définition de la cachexie. Elle a ses avantages et ses inconvénients. Ça démontre jusqu'à quel point on est encore au balbutiement de la compréhension de l'anorexie cachexie ou la cachexie chez les patients avec cancer avancé. On a tendance à parler de pré-cachexie quand il y a peu de perte de poids, donc on utilise moins de 5%. Il peut y avoir un petit peu d'anorexie et on accepte qu'il peut y avoir un peu de troubles métaboliques dans un sens très large. Dans la cachexie telle quelle, on parle d'une perte de poids supérieure à 5% ou en présence d'un index de masse corporelle de moins de 20. La perte de poids peut être suffisante d'être en haut de 2%. C'est une présence de sarcopénie, la même chose de 2%. Et habituellement, il y a une réduction de la prise de nourriture et un processus d'inflammation systémique. Puis on appelle la cachexie réfractaire, un peu comme la photo que vous avez vue. La maladie est pro-catabolique et ne répond plus au traitement anti-cancer. Et souvent, bon, il y a une performance, un score de performance très faible, 3 et moins. C'est une erreur, ce n'est pas juste moins 3, mais 3 et moins. Donc 3 et 4. Et moins de 3 mois de survie attendue. Donc, dans la définition de la cachexie, on a vu qu'il y a le rôle de l'inflammation, à part des pertes de poids, donc dans la pré-cachexie, la cachexie. Il y a des rôles de changement métabolique. Donc, ça, on voit que les hormones liées à l'appétit peuvent avoir été modifiées. Il y a le niveau de testostérone et autres changements métaboliques. Et il y a le rôle des précataboliques au niveau de la tumeur. Je vais juste signaler un petit peu la cystine, la glutamine, mais il y en a beaucoup d'autres qui peuvent être liés à
cachexie. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la question de l'inflammation et sur des hormones liées à l'appétit. Donc, il y a les interleukines pré-inflammatoires qui sont nombreuses. J'en ai étudié seulement quelques-unes. Donc, la 1B, la 6, la 8, la 10, la 12 et la 18, qui est liée à l'inflammation chronique. Il y en a d'autres qui sont apparues après l'étude, les dates auxquelles on a fait cette étude-là, qui ont commencé à être identifiées, reliées à la cachexie. Évidemment, le tumeur nécrotique facteur alpha, donc le facteur nécrotique qui est lié à la présence des macrophages et des lymphocytes killers. C'est un très mauvais garçon, une mauvaise fille, ou peut-être un autre genre, mais vous êtes supposé de rire maintenant. Il y a le TGF-bêta qui est un immunosuppresseur, donc c'est pas très bon. Il nuit à la défense de l'organisme. Évidemment, on ne veut pas ça du tout. Puis il y a le TRAIL que j'ai étudié qui produit l'apoptose et la nécropoptose cellulaire. C'est à peu près le seul ami contre le cancer qu'on a au niveau sanguin. Donc, il détruit, il empêche les cellules cancéreuses de se développer et même il va entraîner une mort des cellules cancéreuses. On sait que les principales hormones liées à l'appétit, c'est la ghrelin qui stimule l'appétit dans une situation de jeûne, la leptine qui est une hormone de la satiété, l'adiponectine sécrétée par les cellules adipeuses dans un contexte d'inflammation pour favoriser la glycolyse. Donc, mon étude, ça porte sur une population de patients avec cancer avancé. C'est au moment du diagnostic dans cancer avancé et avant tout type de traitement oncologique. Donc, c'est une population dont les caractéristiques n'ont pas été influencées par les traitements. Et ça, c'est intéressant parce que c'est une des seules études là, qui a ce genre de population-là. C'est des 18 ans et plus. Il y a eu 3 centres d'oncologie qui ont participé dans le réseau de l'Université McGill. Et le recrutement a été de février 2009 à juin 2011. Donc, on a mesuré on a identifié les caractéristiques cliniques, l'âge, sexe, type de cancer, stade, etc. Une histoire des changements pondéraux. Donc, ici, la perte de poids est au niveau du rappel des patients, donc avec les limitations que cela comporte. On a mesuré le poids et la grandeur des patients pour faire l'indice de masse corporelle. On a pris le questionnaire FAAC pour documenter la question de l'appétit ou la perte d'appétit chez nos patients. Et on a fait une prise de sang pour analyse des cytokines et des hormones liées à l'appétit. On a fait aussi l'estimation des masses musculaires. Au fond, ici, une flèche, bon, c'est difficile à distinguer. Il y a une qui est une couche de gras à l'extérieur, puis une couche de muscle à l'intérieur. Donc, et ici aussi, les muscles. On mesure en centimètres carrés cette surface intégrée. À l'époque, c'était tout un travail. Il fallait que mes assistants de recherche colorent les muscles. Et là, le programme calculait la surface en centimètres carrés et on divisait ça par la grandeur du patient en mètres carrés. Et ça donnait une très bonne corrélation avec la masse musculaire réelle mesurée par d'autres techniques plus précises. Bon, les analyses statistiques, on a fait des descriptives, des test-tests, je ne sais pas comment ça s'est arrivé comme ça, mais les tests de Mann-Whitney pour les nombres paramétriques, corrélation, analyse factorielle et analyse de cluster. Bon, les corrélations, on connaît ça. On a 2 variables. Ici, c'est en soins palliatifs, on fait souvent ça, passer de la morphine à l'hydromorphone ou l'hydromorphone à la morphine dans certaines conditions cliniques où la douleur est mal contrôlée, où le patient présente des intoxications.
Juste pour dire qu'ici, quand on passe de l'un à l'autre, il n'y a pas vraiment de corrélation entre la dose de morphine avant la rotation et la dose d'hydromorphone après la rotation ou vice-versa. Quand on fait une régression linéaire, ce qu'on a, c'est plus qu'une corrélation. On a aussi le lien de différence entre la variation d'une, comme ici la dose de morphine avant la rotation, puis la dose de morphine après la rotation. On voit que ce n'est pas 1 pour 1, ni 3 pour 1, ni 4 pour 1. C'est beaucoup plus autour de 10 pour 1. Donc, la régression linéaire nous dit plus sur la corrélation que juste la corrélation. Sur la variation, le lien entre deux variables que la corrélation, comme on s'est dit. Donc, l'analyse factorielle, c'est quoi? C'est une méthodologie pour diminuer le nombre d'items pour aller chercher ce qu'on appelle un item ou un facteur explicatif sous-jacent qui n'est pas mesuré, mais qui peut être calculé à partir d'une série d'items. Ici, par exemple, on a l'efficacité personnelle versus l'efficacité générale dans un test cognitif haute, et on a une certaine relation entre chacune des deux facteurs ici qu'on a identifiés et les systèmes du questionnaire. Et cela, la corrélation peut varier en intensité ou en valeur. Évidemment, ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Souvent, les différents items peuvent corréler avec les différents facteurs, avec différentes forces de corrélation. L'analyse factorielle et corrélation, on peut le faire. Voici une corrélation entre 5 items. Et on peut, de façon pauvre, commencer à identifier des facteurs. Comme ici, on peut avoir le facteur 1 parce que l'item B, C et A sont corrélés ensemble. On a un deuxième facteur parce qu'il y en a juste un qui a corrélation avec les autres, le facteur B ici, qui est tout seul. Donc, on pourrait dire qu'il y a 3 facteurs. Ici, bon, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. C'est la sortie d'une analyse factorielle, la sortie d'un ordinateur que j'ai pris sur Google Image. Mais ici, il y a 2 choses. Il y a le genre versus la chronologie. Donc, les différents auteurs, donc Voltaire, etc., étaient dans le 18e siècle avec un genre spécifique, tandis que d'autres auteurs, Lamartine était plus au 19e et au 20e siècle, etc., d'autres genres. Donc, on voit qu'ici, on a pu transformer tous les auteurs, les regrouper avec deux variables, le temps et le genre de livres qu'ils ont écrits. Et l'analyse cluster, bon, c'est ça, les gens peuvent être regroupés selon leur variation, selon différents clusters. On voit ici que c'est un cluster très serré, un peu moins serré ici. Et celui-là, il est moins serré. Donc, le cluster peut avoir un regroupement plus ou moins précis, dépendant des individus qu'on essaie de mettre ou des observations qu'on essaie de mettre en cluster. Donc, dans notre étude, les caractéristiques de notre patient, nous avions 133 patients. La majorité étaient des hommes, à presque 62 Comme on sait, c'est une maladie des personnes âgées, le cancer, donc plus ou moins 65 ans, assez vieux, mais on aurait quand même des patients plutôt jeunes, une grande variabilité des types de cancers, et la plupart, puisque c'était des cancers avancés, c'était des stades 3 ou 4. Bon, voici les corrélations entre les différents cytokines qu'on a mesurés et les hormones liées à l'appétit et les autres cytokines. On voit qu'ici, il y a beaucoup de choses qui ont une bonne corrélation entre eux, mais essayer de faire à partir de ça, d'identifier des facteurs et la force de relation entre chacune des cytokines ou des hormones liées à l'appétit, ce serait très difficile de faire ça sans une méthode statistique. Donc,
en faisant l'analyse factorielle, on est arrivé avec 3 facteurs que j'ai appelés anorexique inflammatoire, anorexique nécrotique et non anorexique et non inflammatoire. Je vais vous l'expliquer plus en détail. Donc, le premier facteur regroupe principalement toutes les cytokines qui sont liées entre 1B, 6, 10 et 12, qui sont très bien connues d'être dans le même pathway d'inflammation. IL-8 est plutôt lié à la perte d'appétit et agit surtout centralement au niveau du système nerveux central. Et on sait que IL-18, c'est pour ça qu'il est négatif, c'est un différent pathway, ce n'est pas le même que les autres cytokines. Et même ici, le TGF-bêta agit, même s'il est regroupé avec ça, il est plutôt corrélé, lui, directement avec la perte musculaire. Donc, c'est un facteur assez important au niveau de la perte musculaire. Quand on parle du facteur nécrotique anorexique, on a encore IL-8 qui apparaît, comme agit centralement. IL-18 et TNF-alpha, c'est le même pathway. Et la gréline est négative. On sait que la gréline stimule l'appétit. Donc, en étant négatif ici, ça veut dire qu'il y a un effet anorexique de ce facteur. Et finalement, bon, le facteur nécrotique est surtout lié à non inflammatoire et non anorexique. C'est qu'on voit que la leptine, qui stimule l'appétit, est positif. Le trail est non inflammatoire et au fait, s'attaque aux cellules cancéreuses. Et l'adénopectine qui est négatif, il y a une concordance avec négative parce que c'est lié avec l'inflammation. Même si l'adénopectine n'apparaît pas dans les facteurs inflammatoires, ici apparaît d'une façon négative dans le facteur non inflammatoire. Après l'analyse, ici, ce qu'on fait, c'est que chacun des individus se sont attribués un score lié à leur comment ils sont liés avec chacun des facteurs. Donc, il y a le groupe d'individus qui sont surtout inflammatoires, nécrotiques, anorexiques, parce qu'ils ont un lien très positif avec les 2 facteurs et un lien négatif avec les non-inflammatoires et les non-anorexiques. Tandis que les autres, que j'ai appelés non-inflammatoires, non-anorexiques, ils ne sont pas liés aux 2 premiers facteurs de façon négative, donc non liés. Et ici, sont liés de façon positive avec le non-inflammatoire, non-anorexique. Donc, on arrive avec 3 facteurs qui distinguent clairement 2 groupes d'individus distincts. Si on regarde, est-ce que cela se reflète dans les niveaux sanguins des différentes interleukines, j'en ai pris juste quelques-uns pour exemple. Évidemment, les inflammatoires au niveau ILB sont très élevés par rapport aux non-inflammatoires. Interféron gamma, la même chose. Et le trail est plus haut dans les non-inflammatoires, donc ça va avec quelque chose. Et le leptine avec les non-anorexiques ici. Au niveau de la perte d'appétit, ici, un chiffre élevé dans le FAC démontre une plus grande perte d'appétit. Donc, oui, les patients ont une expérience d'une perte d'appétit plus grande chez ceux qui ont une anorexie et un pasteur, ceux qui sont inflammatoires, nécrotiques, tandis que les autres ont un meilleur appétit. Ils ont plus de perte de poids. Donc, ça confirme les hypothèses que les cytokines sont liées avec la perte de poids. Mais on voit que l'indice de masse corporelle n'est pas distinct et ça se comprend parce que ça dépend de quel niveau ils partent des patients, malgré que et ensuite, bon, la sarcopénie, je reviendrai pourquoi la sarcopénie ou la masse musculaire n'est pas différente entre les 2 groupes.
Mais quand on parle de la cachexie, parce que la sarcopénie, c'est juste considérer la masse musculaire, tandis qu'ici, c'est ce que j'avais dit en premier, là, il y a plusieurs facteurs associés, pas seulement la sarcopénie. Il y a une claire distinction qu'il y a beaucoup plus de patients avec la cachexie dans le groupe 1 que dans le groupe 2. Et leur masse musculaire, mesurée de façon ajustée standardisée selon le sexe des patients, est beaucoup plus basse que celle avec non-inflammatoire. Donc, ici, la sarcopénie n'est pas significative, mais quand on l'ajuste avec la masse musculaire standardisée, il y a une différence significative. Et les gens qui ont un syndrome inflammatoire ont une survie beaucoup moindre que ceux qui n'ont pas d'anorexie et d'inflammation. Et ça confirme encore une fois que l'utilisation d'une analyse factorielle et d'une analyse de cluster a une réalité clinique. Donc, comme je disais, les facteurs identifiés correspondent aux données de la littérature. Ça, c'est important parce qu'une analyse factorielle peut mettre dans des facteurs ou des variables sous-jacentes une série de choses qui sont dans la corrélation que tu retrouves dans une série de variables qu'on a mesurées. Et il faut qu'il y ait une interprétation des chercheurs parce que c'est une technique exploratoire, il faut que ça corresponde à la réalité. Et de fait, les facteurs, le regroupement des cytokines et des hormones liées à l'appétit, dans chacun des facteurs, correspondent à ce que donne la littérature. Et les clusters identifiés, comme je disais, sont liés avec la perte de poids, la perte d'appétit, la masse musculaire et aussi en termes de survie. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ici, il y a une erreur, mais en tout cas, le point ici, c'est que, juste pour un exemple, que le facteur 2, par exemple, qui avait un lien entre TNF-alpha et l'interleukine 18, quand on donne une molécule qui bloque le TNF, cela entraîne une baisse du interleukine 18, mais pas de 12. Donc, c'est une autre donnée de la littérature qui font qu'il y a une réalité dans la formation des facteurs qui deux une réalité clinique, même quand on fait des interventions cliniques pour bloquer un des deux items cytokines dans un facteur, et non pas un troisième qui est dans un autre facteur. Bon, une des limites, c'est que le nombre de sujets est un peu limite pour considérer qu'on prenait dans l'analyse factorielle une corrélation de 0.300. Mais comme c'est des données biologiques et non pas des données de questionnaire psychométrique, on peut être plus conservateur et d'aller à 0.300. C'est justifiable. Il y a d'autres marqueurs biologiques liés à l'anorexie cachexie qui ne rentrent pas dans l'analyse des facteurs. Au niveau de la testostérone, c'est reconnu que c'est diminué en présence d'inflammation chronique, c'est lié à une baisse de la masse musculaire et c'est aussi associé à une diminution de la fonction physique chez les patients avec cancer avancé. Et la perte des tissus adipeux n'est pas liée au cytokine. C'est d'autres facteurs liés à ça. Je n'entrerai pas dans les détails, mais les cytokines n'expliquent pas la perte de tissus adipeux. Une autre marqueur biologique que j'aime beaucoup, c'est la question de la cystéine et glutamine dans un groupe de même population, mais des patients avec cancer du pancréas versus des individus normaux. Quand on mesure le glutamate chez les patients avec cancer, c'est plus élevé que chez les individus normaux parce que les patients avec cancer utilisent beaucoup la glutamine pour leur métabolisme et surtout énergétique qui produit une production de glutamate
et les cellules cancéreuses ont aussi besoin de cystine. Donc, pour aller chercher de la cystine, pour l'intégrer dans la cellule, c'est un transporteur qu'on appelle, qui fait un échange entre un glutamate intracellulaire qui est, si on veut, éjecté à l'extérieur de la cellule, et la cystine extracellulaire est entrée dans la cellule cancéreuse. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec un niveau glutamate, un niveau sanguin plus élevé chez les patients qui ont un cancer versus les individus normaux. L'autre limite, c'est vous rappeler que je vous ai parlé qu'on mesurait la surface musculaire. Donc, comme je vous dis, on a fait ça dans les années 2011. Il y a des méthodologies qui sont améliorées, qui permettent de distinguer pour une même surface. Il y a en rouge ici, c'est la masse musculaire, et tandis qu'ici, ce qui est bleu et jaune, c'est beaucoup plus d'autres choses, la masse graisseuse, etc., qui est différente. Donc, on peut voir que ici, le patient a beaucoup plus de muscles que chez ce patient-là, même si grossièrement, il y a la même surface qu'on peut mesurer sans faire cette sous-analyse. Donc, probablement que dans ma population, juste la mesure de la surface entraîne une certaine mauvaise classification de mes patients au niveau de la masse musculaire. Conclusion, les analyses factorielles et de cluster ont permis de mieux comprendre les liens entre les cytokines et les hormones liées à la régulation de l'appétit. Elle vient de mieux classifier les patients avec cancer avancé dans un paradigme d'anorexie cachexie. J'ai pas osé l'écrire, mais ça pourrait conduire aussi à une meilleure approche pour les interventions thérapeutiques chez ces patients-là. S'ils ont un ou deux facteurs quand ils sont pour le cluster. Et voilà, je peux passer à des questions.